Merci d'être avec nous, 8h35 et votre invité Eva Soto ce matin, c'est Benjamin Haddad, chercheur en relations internationales et directeur Europe du think tank l'Atlantic Council. Benjamin Haddad, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Radio J. Alors Benjamin Haddad, hier, en bombardant la tour de la télévision à Kiev, l'armée russe a aussi endommagé le mémorial de la Shoah de Babi Yar. Ce matin, on a des déclarations du côté du président Zelensky, on a des déclarations du président du mémorial, Nathan Sharansky, mais rien pour l'instant du côté de la Russie. Quelle conclusion en tirer ? Mais vous voyez en fait l'ironie tragique de cette situation. La propagande russe, c'est de dire qu'ils vont en Ukraine pour déloger un gouvernement, une junte néo-nazie. Or, on voit aujourd'hui que le gouvernement ukrainien est démocratiquement élu, soutenu par sa population, que le président Zelensky lui-même, naturellement, a des origines juives et que cette intervention endommage même le mémorial de la Shoah de Babi Yar, l'un des pires crimes de la Shoah. Donc voilà, ça, je trouve que ça montre bien les limites de cette propagande russe dans cette intervention. Ce qu'on voit aussi, c'est que la Russie est en train de monter en violence en fait dans cette opération. L'objectif militaire initial de la Russie, c'était d'essayer de décapiter le leadership politique à Kiev le plus rapidement possible, peut-être en 48 heures. On sait que ça a échoué. Et donc maintenant, on risque de voir une montée en violence avec des bombardements qui vont cibler les civils à Kiev et dans les grandes villes ukrainiennes. Benjamin Haddad, en général, quand il y a une montée en violence dans un conflit, c'est aussi souvent un aveu d'échec de la part de celui qui attaque. Est-ce que c'est comme ça aussi dans ce cas-là par rapport à Vladimir Poutine, à la Russie, par rapport à l'Ukraine ? Absolument, absolument. Il a cru que l'Ukraine pourrait tomber rapidement. Il a cru aussi que la population ukrainienne abandonnerait le leadership politique. Moi, j'avais été très frappé la semaine dernière d'entendre Vladimir Poutine appeler les militaires ukrainiens à renverser Zelensky en disant « renverser cette junte de néo-nazis drogués, comme ça nous pourrons travailler ensemble et négocier ». S'il le croit vraiment, c'est qu'il ne comprend plus rien à la société, à l'État ukrainien. Aujourd'hui, Vladimir Poutine, en fait, il s'est aliéné la société ukrainienne, et cela depuis 2014 déjà, depuis l'annexion de la Crimée, le soutien aux séparatistes russes, pro-russes du Donbass. Quand on voit, par exemple, les sondages en faveur de l'adhésion à l'OTAN ou à l'Union européenne au sein de la population ukrainienne, aujourd'hui, c'est un pays qui se tourne vers l'Europe. Donc effectivement, ça va être une intervention plus difficile que celle que Poutine espérait. Et quand bien même il arriverait faire tomber le leadership politique à Kiev, il faudra se lancer dans une occupation avec une population aujourd'hui qui lui est totalement hostile. C'est-à-dire avec des opérations d'attaque que lui qualifiera de terroristes, mais de résistance par rapport à l'invasion. C'est ça que vous voulez dire. C'est-à-dire que le plus difficile, c'est peut-être pas l'invasion, c'est peut-être ce qui vient après. Oui, peut-être en effet, et on va voir déjà, on sait que la population, par exemple à Kiev, a été armée et se prépare à des opérations de guérilla, mais regardez même au-delà de Kiev, Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, qui est dans l'est du pays, juste à côté du Donbass. C'est une ville russophone. Et donc, c'est une de ces villes dont certains avaient dit qu'elle tomberait plus facilement parce qu'elle est russophone. Donc, naturellement, elle devrait vouloir être pro-russe. Mais en fait, on voit que c'est pas du tout le cas. On a vu déjà une résistance féroce dans la ville et des manifestations en russe de la population qui demande aux soldats de partir. Donc, il y a une vraie nation ukrainienne et ça va être très compliqué pour Vladimir Poutine à terme. Au fond, il a déjà perdu la nation ukrainienne, quel que soit le résultat militaire, parce qu'on sait que sur le plan militaire, le rapport de force est en faveur de la Russie à terme. Ça mettra peut-être du temps, mais normalement, en termes d'armement, en termes matériels, la Russie aura l'avantage. On a laissé faire Vladimir Poutine en Tchétchénie, on l'a laissé faire en Crimée. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour que l'Ukraine, ce soit la goutte d'eau qui fait déborder le vase ? Vous savez, c'est une question très intéressante et c'est une question que Vladimir Poutine doit se poser. J'entends parfois dire qu'il est devenu fou, mais vous avez raison de le rappeler. Ça fait 20 ans qu'il nous teste. Il y a eu effectivement la Tchétchénie, il y a eu la Géorgie en 2008, il y a eu l'Ukraine en 2014, les assassinats d'opposants, y compris dans notre démocratie, les ingérences dans les processus démocratiques en 2016 aux États-Unis, en 2017
en France, j'en passe. Et effectivement, cette fois-ci, c'est un tournant. Il y a une mobilisation. Vous savez, c'est l'histoire des démocraties. Elles se font tester par des régimes autoritaires. Au début, elles avancent en front des unis, hésitant. Et puis tout d'un coup, il y a une mobilisation. Tout d'un coup, on voit un tournant. Et là, effectivement, la réaction qu'on a eue au niveau européen est incomparable. On est complètement sorti de la léthargie par rapport à précédemment, que ce soit dans la livraison d'armes aux Ukrainiens ou dans le soutien militaire. Je crois qu'il y a plusieurs éléments. Je pense que, évidemment, le retour de la guerre massive sur le continent européen a choqué les esprits. Je crois que pour certains dirigeants européens qui avaient tenté la diplomatie jusqu'au bout, il y a eu là une forme de colère, véritablement, puisqu'on a laissé une porte de sortie à Vladimir Poutine par la voie diplomatique avec Emmanuel Macron et Olaf Scholz. Il a choisi la violence. Je crois aussi que la figure de Zelensky a frappé. Que ce soit son discours hier au Parlement européen, ses appels aux dirigeants européens, le courage dont il fait preuve, qui symbolise le courage aujourd'hui du peuple ukrainien, clairement frappe les esprits. Alors justement, pour en venir à Zelensky, parce que effectivement vous avez raison, la figure de ce président qui s'est révélé finalement pendant ce conflit, qui n'était pas si populaire que ça juste avant, mais qui s'est révélé pendant ce conflit. Le président Zelensky, sa vie est en danger. En tout cas, c'est ce qu'il dit et c'est ce qu'on peut croire. Si jamais il venait à être tué, quelles conséquences ça aurait sur le conflit ? Écoutez, c'est très dur à dire et je préfère pas me lancer dans des hypothèses un peu macabres. Il faut rappeler que, encore une fois, l'Ukraine est une démocratie avec un système de commandement très clair. Donc, comme chez nous, en fait, fondamentalement, si le dirigeant venait à mourir, il y aurait quelqu'un qui pourrait le remplacer. Et donc, il y a une chaîne de commandement de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il symbolise vraiment la résistance et a pu, par ses vidéos, par sa communication, on sait, c'est un acteur, hein, c'est quelqu'un qui sait gérer la communication, a su vraiment galvaniser la population ukrainienne. Benjamin Haddad, il y a eu son discours au Parlement européen, devant le Parlement européen en visio, où il a été longuement applaudi. En tout cas, la présidente de la Commission européenne est favorable à ce que l'Ukraine puisse accéder à une adhésion à l'Union européenne de façon accélérée. La Russie se retrouve totalement coupée de tout. Est-ce que ça risque pas de précipiter aussi le conflit ? C'est toujours difficile de trouver l'équilibre entre les sanctions, ne pas être d'accord, et en même temps ne pas trop attaquer pour pas que ce soit les gens sur le terrain en Ukraine qui le subissent. Où il est là l'équilibre ? On l'a trouvé, on l'a bien trouvé, ou alors on le cherche encore ? Écoutez, évidemment, c'est une situation très dynamique. Je crois que fondamentalement, si on veut pouvoir laisser à un moment une chance à la fin des combats, à un cessez-le-feu, à la diplomatie, il faut assumer un rapport de force. Et ce rapport de force, c'est en mettant la pression sur la Russie, c'est en faisant croître le coût de l'agression sur la Russie. Le coût économique avec les sanctions qu'on a prises, et des sanctions qui paraissaient impossibles il y a encore quelques jours, débrancher la Russie de SWIFT, les sanctions contre la Banque centrale et les oligarques et les proches du régime, et accroître le coût matériel et humain sur la Russie sur le terrain. Et donc, effectivement, donner aux Ukrainiens les moyens de se défendre en leur livrant des armes. On ne fait pas ça pour des raisons d'émotion, évidemment. Nos valeurs l'exigent, on est en train de soutenir l'agressé, mais il y a vraiment une raison stratégique aussi de le faire. C'est de mettre la pression sur la Russie. Encore une fois, on a vu avant le conflit que la Russie ne s'intéressait pas à la diplomatie. Donc, si on veut à un moment pouvoir provoquer une forme de sortie, il faut rééquilibrer le rapport de force en faveur de l'Ukraine et mettre du poids sur la Russie. Et là, mais c'est important, par exemple, qu'il y ait des gens comme Emmanuel Macron qui continuent à maintenir le dialogue, qui continuent à parler avec Vladimir Poutine. Alors, même si Vladimir Poutine ment à chaque fois. Même si Vladimir Poutine... Absolument, parce que on ne se fait pas d'illusions, on ne se fait pas d'espoir, mais si à un moment il cherche une porte de sortie et se dit « Ok, là je suis cornérisé, peut-être que je peux trouver une façon un peu honorable d'arrêter ce conflit et de trouver un accord avec l'Ukraine ». Il faut rappeler que les Ukrainiens, Zelensky, ont toujours dit « Nous sommes favorables à la diplomatie et sont prêts à mettre tous les sujets sur la table, que ce soit Minsk et le statut du Donbass, que ce soit même, ils ont dit, la question de la neutralité, donc il faudra voir comment on organise dessine ça. Donc voilà, donc avoir toujours un lien très prudent et coordonné avec les alliés, et naturellement coordonné avec Zelensky
avec Poutine. Là, je crois que de ce côté-là, c'est assez sage. Merci beaucoup Benjamin Haddad d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Radio J. Bonne journée à vous.